Alors dans cette vidéo, on continue le chapitre numéro 8 qui porte sur l'étude des solides cristallisés. Avant de commencer cette leçon, donc premièrement, pensez à bien apprendre, à bien comprendre la première leçon, puisque tout ce qu'on a vu à l'intérieur aura besoin d'être réutilisé dans cette nouvelle vidéo. Et pensez également à aller sur le Drive pour récupérer le nouveau document de cours. Alors concernant le document de cours, j'ai essayé de mettre beaucoup de figures dedans, je vais essayer de reproduire certaines au tableau, il y en a d'autres que je vais simplement vous montrer. On va essayer de faire tant bien que mal, sachant que logiquement, on est censé visualiser les différentes structures à l'aide de modèles moléculaires qui, bien évidemment, sont stockés au lycée. Si jamais vous avez des problèmes de visualisation, sachez qu'il y a beaucoup de ressources disponibles sur Internet. Essayez d'aller voir d'autres types de vidéos, par exemple, ou faites des recherches par vous-même. Vous allez pouvoir trouver plein de nouvelles façons de visualiser les choses. Alors dans cette leçon, on s'intéresse à la description microscopique des solides cristallins. Vous allez voir qu'il y a certaines notions qui sont à apprendre, mais en termes de calcul, la plus grande difficulté sera pour vous de voir dans l'espace et de réussir à appliquer le théorème de Pythagore. Donc c'est d'une difficulté plutôt abordable. En ce qui concerne les descriptions que nous allons voir, eh bien, elles concernent les 4 types de cristaux, donc les cristaux métalliques, les cristaux macrocovalents, moléculaires et également les cristaux ioniques. On fera également à la fin une petite aparté concernant les défauts qui existent à l'intérieur des cristaux. On va simplement survoler en apportant la définition de ce qu'est un défaut et je vous proposerai un lien vers un site bien plus complet. Alors, on va commencer par regarder dans la partie grand 1 les cristaux métalliques. Et dans cette partie, on va voir que il y a certains types d'empilements qui correspondent aux cristaux métalliques et qu'on peut retrouver ces empilements également dans d'autres types de cristaux comme les cristaux macromoléculaires ou les cristaux covalents. Les cristaux macrocovalents ou moléculaires. Alors, les structures que l'on va avoir à détailler sont les suivantes. La première, c'est l'empilement cubique face centré, qu'on abrège classiquement par CFC. Et alors, autant vous dire que l'empilement cubique face centré, c'est le seul qui est rigoureusement au programme de la PCSI. Donc, vous allez devoir le connaître de fond en comble, sans la moindre hésitation sur tous les points qu'on va développer juste ensuite. Un autre type d'empilement qui est assez fréquemment rencontré, c'est l'empilement hexagonal compact, qu'on abrège par HC. Alors celui-ci, il était dans l'ancien programme avant 2013, il a été retiré normalement, donc on en parlera quand même, on fera des calculs qui ne sont pas rigoureusement au programme, je profite du format vidéo pour aller un petit peu plus loin que ce que nous aurions fait si on avait été en présentiel au lycée. Et le dernier type d'empilement, c'est l'empilement cubique centré. Alors en termes de difficulté, le cubique face centré, il est moyen mais abordable par tout le monde. L'hexagonal compact, vous allez voir que c'est plus dur. Clairement. Le cubique centré, lui, il est plus simple que les deux précédents et donc je ne vais pas le détailler ici. Il sera par contre à utiliser dans certains exercices. Alors, en ce qui concerne la description donc, des solides métalliques cristallisés, on va commencer en parlant de l'empilement cubique face centré. Donc là, à partir de maintenant, concentration extrême, tout ça va devoir être parfaitement maîtrisé. On va regarder dans un premier temps, dans la partie donc, grand 1, petit 2, petit a, la façon dont est construit l'empilement. Alors là, j'ai pas de moyen d'imprimer chez moi, donc j'ai pas d'autre choix que de vous montrer ce que j'ai sur mon téléphone. Donc vous voyez que je vous ai mis ce tableau ici où on voit en fait que l'empilement cubique face centré est constitué par un empilement de plusieurs types de sphères qui vont être les modèles des motifs qui sont constitutifs du cristal. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Là, ici, déjà, la première chose à comprendre, c'est que quelle que soit la couleur d'une sphère, à chaque fois, elle correspond à un unique motif. Dans le cas d'un cristal métallique, on peut considérer que c'est un atome métallique. Lorsqu'on décrit le cristal, souvenez-vous de ce qu'on avait dit dans la leçon numéro 1, on va utiliser le modèle du cristal parfait et également le modèle des sphères dures. Donc là, on imagine que chaque cercle blanc du plan qu'on va appeler le plan A correspond à un type de motif, donc à un type d'atome métallique. Pour pouvoir ranger ces atomes, eh bien, on va les mettre en tangence, au contact les uns des autres, de façon à avoir quelque chose de bien serré. Sur ce plan A, eh bien, on va placer un second plan, c'est-à-dire une autre couche de motifs qu'on va appeler le plan B, qui est représenté ici en noir, et vous le voyez que les sphères
enfin plutôt les cercles noirs, viennent se mettre dans les creux qui étaient laissés au niveau du plan A. Pour construire la suite de l'empilement, eh bien on rajoute sur le plan B une troisième couche qu'on va appeler le plan C. Donc il est représenté ici avec les sphères qui sont rayées. Et ce qui est remarquable, c'est que le plan C, eh bien, les projections orthogonales des motifs du plan C ne sont ni confondues avec les projections orthogonales de ceux du plan B, ni avec ceux du plan A. À partir de là, donc, une autre façon de représenter les choses. Je vous ai mis donc ici un schéma sur lequel on revoit les plans A, B, C, du haut vers le bas. Et il est intéressant puisque figure sur ce dessin un axe delta majuscule qui est ici vertical. Et cet axe, on le retrouve sur cette représentation à droite. Il est cette fois en oblique, il passe d'un coin au coin diamétralement opposé, c'est-à-dire passant par la grande diagonale du cube. Et on voit, du coup, grâce à cette représentation qui est là, pourquoi est-ce qu'on a une maille cubique à partir de l'empilement des plans ABC, 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 etc., comme décrit précédemment. Une autre façon de revoir ce schéma avec des sphères éclatées, c'est de prendre des sphères qui sont au contact, ce qui correspond un peu plus à la réalité physique. Donc ce dessin qui est là à droite correspond au dessin qui est ici. Vous voyez par exemple que la sphère qui est là, en bas à gauche devant, correspond à celle qui est en gris foncé ici. La sphère qui est au centre là correspond à la sphère qui est au centre de la face avant ici, etc. Ce qu'on retient à partir de la description de cet empilement, c'est ce que j'ai mis ici en gras, la condition de tangence. Vous vous souvenez, je vous ai dit c'est quelque chose de très important, on va avoir à la réutiliser dans quelques instants dans les calculs. Donc tout d'abord ici, une définition en termes de mots que vous devez retenir et qui découle de ce que vous voyez notamment sur le schéma qui est ici. La condition de tangence dit que sur la face d'un cube, eh bien, les motifs sont au contact. C'est-à-dire que là ici, on va avoir contact selon la diagonale qui est là, mais également contact selon la diagonale qui est ici. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de passer au dessin qu'on va avoir besoin de faire. Donc là, sur le document de cours, si vous avez la possibilité de l'imprimer, eh bien, complétez directement les dessins que je vous ai pré-remplis. Par contre, si vous le faites à la main, c'est-à-dire crayon, règle, etc., sachez qu'en cristallochimie, on va vous attendre sur un point. C'est la lisibilité de vos dessins et la propreté. Donc, une fois n'est pas coutume, là, quand on fait de la cristallo, je vais vous dire, prenez du temps, allez lentement pour faire vos dessins. Il faut qu'il soit le plus beau possible. Si vous faites un schéma bâclé, que ce soit sur une copie ou même sur un tableau pendant un oral, eh bien, vous risquez de vous faire un petit peu allumer. Donc, méfiez-vous. Alors, concernant donc les deux schémas, donc ce sont les deux schémas qui sont sur le document à cet endroit. Je vais faire celui de gauche à gauche et puis même chose pour celui de droite. On va commencer par regarder la position des motifs. Alors souvenez-vous, les motifs ici, ça peut correspondre à des atomes métalliques. Pour pouvoir les localiser, eh bien, je vais choisir arbitrairement qu'un motif sera représenté par un cercle bleu. Alors, dans l'empilement cubique à face centrée, eh bien, les motifs vont se placer un sur chaque sommet du cube. Donc là, je viens d'en placer 8. Souvenez-vous que ces motifs qui sont sur les sommets ne sont pas inclus à l'intérieur du cube, mais ils sont partagés entre plusieurs mailles cubiques. Il va également y avoir des motifs qui sont sur le centre des faces, donc face du haut, face du bas, face de droite, gauche, arrière et avant. On peut rajouter parfois des petits pointillés pour mieux voir les choses. Par exemple, là ici, entre motif du haut et motif du bas, celui face de droite, face de gauche et avant-arrière. Évidemment, ces trois lignes en pointillés se croisent pile au centre du cube. Si jamais on souhaite mettre en évidence la succession des plans A, B, C, eh bien, c'est ce qui a été fait dans le schéma qui se trouve juste au-dessus, le schéma qui est ici. Vous voyez que là, ici, on revoit la succession des plans ABC. Donc, ce que je vous propose de faire sur la figure de droite, c'est reprendre ce qui a été dessiné en mettant de la couleur. Donc, je vais commencer par faire des cercles bleus pour les motifs du plan A.
Ces motifs du plan A, ils vont apparaître sur la grande diagonale du cube. Il y en a un qui est en bas à gauche devant et l'autre qui est en haut à droite derrière. Alors là ensuite, il faut varier les formes et les couleurs. Pensez également que si vous n'utilisez que des couleurs différentes et que vous tombez sur un correcteur daltonien, il n'arrivera pas à vous relire. Donc, ce que je vais faire là ici, pour avoir un maximum de lisibilité, c'est changer la couleur et aussi changer le symbole. Là ici, je vais mettre des croix rouges pour les motifs du plan B. Alors, ces motifs du plan B, on les obtient en regardant ce qu'il y a sur les 3 sommets qui sont ici, plus les motifs qui sont au centre des faces, celle de gauche, celle de l'avant et celle du bas. Et d'ailleurs, vous voyez que là, ici, on voit quasiment un alignement de tous ces motifs. Ils ne sont pas parfaitement alignés puisqu'on est avec une représentation 3D. Pour finir, les motifs qui correspondent au plan C, eh bien, je vais faire des petits pois verts. Et pour pouvoir définir ce plan C, on va prendre encore une fois 3 sommets du cube et les motifs au centre des faces qui sont ici en haut, la face de droite, la face arrière. Et comme tout à l'heure, vous voyez que ces pois verts sont quasiment alignés puisqu'ils sont coplanaires. Ok, donc on poursuit avec cette fois les différentes caractéristiques qui vont nous permettre d'identifier un empilement cubique face centrée, et on va commencer par la population. Alors la population, je vous rappelle qu'on la note Z majuscule, ça correspond au nombre de motifs inclus à l'intérieur de la maille cubique. Ça veut dire que, déjà, je vais vous donner la principale erreur qu'on pourrait faire quand on démarre la cristallochimie, qu'il va surtout falloir éviter. L'erreur, c'est de se dire, je vais compter, par exemple sur le schéma que j'ai mis ici, je vais compter le nombre de cercles bleus et ça me donnera la population. Ça, ce n'est pas une réponse correcte, puisque les motifs qui sont sur les sommets du cube, on l'a déjà vu, ils sont communs à 8 mailles. Ça signifie qu'il n'y a que 1/8 des motifs du sommet inclus dans le cube qui est ici dessiné. Ok, donc il va falloir tenir compte de ça, comme on l'a déjà vu. On dira donc que pour ces motifs au sommet, eh bien, il y a 8 sommets. Chacun appartient à 8 mailles distinctes, donc ils comptent chacun pour 1/8. Ça veut dire que la fraction du motif qui est ici inclus dans le cube dessiné, c'est de 1/8. Je vous propose de rajouter dans vos copies une petite accolade en dessous pour préciser qu'ici, vous parlez des motifs au sommet. Il y a également des motifs qui sont au centre des faces. Et lorsqu'un motif est au centre d'une face, eh bien, il appartient à la maille d'un côté, à la maille de l'autre côté. Il est donc partagé entre 2 mailles. On va donc ajouter à ce premier terme un second terme. Des faces pour un cube, il y en a 6. Chaque motif sur une face compte pour 1/2, donc 6 fois 1/2. Et donc, on se retrouve au final avec une population pour un empilement cubique face centrée qui vaut 4. Donc ça, c'est vrai, quelle que soit la nature chimique du motif. Ça sera vrai pour un métal, ça sera vrai également pour des molécules. On poursuit avec la caractéristique suivante, la coordinance. Alors, la coordinance, je vous rappelle que pour définir cette notion, on regarde un motif et il faut analyser le nombre de motifs qui sont au contact de celui choisi. Donc, la coordinance, c'est le nombre de contacts que va faire un atome donné dans le cas d'un cristal métallique. Tout de suite, je vais éloigner la première idée qu'on pourrait avoir, qui est une mauvaise idée. Regardez si je travaille avec une seule maille cubique et que je choisis par exemple de travailler avec un motif qui est sur un sommet. Eh bien, si j'essaye de déterminer les motifs qui sont au contact de celui-ci, je risque d'avoir du mal, simplement parce que je ne vois pas tout son environnement.
L'idéal, c'est de mettre plusieurs mailles et de prendre un motif qui est bien à l'intérieur du volume dessiné. De cette façon, on verra un maximum d'atomes autour de lui et on pourra bien déterminer la coordinance. Donc là, ici, ce que je vous propose de faire, c'est porter notre analyse sur un ensemble de 2 mailles et on va regarder plus précisément les contacts du motif qui se trouve au centre de la face commune aux 2 mailles, celui que je viens de mettre en rouge. Pour pouvoir analyser la coordinance, il est impératif de se rappeler de la condition de tangence, qui est que les motifs sont tangents sur la diagonale d'une face. Ça veut dire que ce motif que j'ai mis en rouge, il va être tangent aux 4 motifs appartenant aux 2 faces, aux 4 motifs appartenant aux 2 mailles, celle du bas et celle du haut. Est-ce qu'il est tangent à autre chose? Ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de raisonner par empilement. Cette couche-là de 5 motifs qui est dessinée, pour tenir à cette hauteur-là, elle doit bien s'appuyer sur une couche de motifs qui est en dessous d'elle. En réalité, ce qui se passe, c'est que le motif rouge va être tangent aux motifs qui sont sur les centres des faces de la maille qui est juste en dessous. Donc là, ici, les 4 croix que j'ai dessinées en verte sont tangentes au motif rouge. Et si on regarde la suite de la construction, cette couche qui est entre les 2 cubes, elle sert de base aux motifs qui vont venir s'appuyer au-dessus. Donc, je vais mettre des petits triangles noirs. Ce motif rouge est également tangent, par raison de symétrie au bas, avec les motifs qui sont au centre des faces de la maille du haut. Donc là, j'ai mis des symboles différents, pas pour préciser que les motifs ont une nature chimique différente, c'est juste par souci d'explication. Et donc, si on fait le résumé de ce qu'on a vu ici, le motif rouge, il est tangent à 4 motifs en croix verte, plus 4 motifs en cercle bleu, plus 4 motifs en triangle noir. Par conséquent, la coordinance vaut 12. C'est-à-dire que pour le motif rouge qui est ici, il est au contact de 12 autres motifs. Mais est-ce que ce qu'on dit là pour ce motif particulier est vrai pour tous les autres motifs? La réponse est oui, il faut juste rajouter une petite phrase magique, c'est que les cristaux sont des cristaux parfaits, et donc par répétition dans les 3 directions de l'espace, eh bien, chacun des motifs d'un empilement cubique face centrée pourrait être considéré dans la même position que celui qu'on a mis ici en rouge, et donc la coordinance sera égale à 12, quel que soit le motif considéré. On poursuit avec la notion suivante, la compacité. Alors la compacité, on la note C majuscule, et elle correspond au taux de remplissage de la maille. Si on essaye de définir la compacité, je vais d'abord ici garder un petit peu de place pour écrire une relation mathématique qui traduit la condition de tangence. Et en dessous, donc, je vous rappelle la définition, la compacité correspond au volume de la maille qui est occupé sur le volume total de la maille. Pour avoir le calcul et arriver à une valeur numérique, il est impératif d'établir la condition de tangence. Donc, le carré qui est ici correspond à une face du cube. Cette face de cube, on va considérer qu'elle a comme longueur petit a. Autrement dit, a correspond au paramètre de maille, l'arête du cube. Et l'idée, c'est de se dire, utilisons la condition de tangence qu'on a énoncée tout à l'heure. Les motifs sont tangents sur la diagonale d'une face. Donc, si je me place sur la diagonale de cette face, peu importe laquelle, je vais choisir celle-ci, eh bien, on aura contact entre les différents motifs. La question, c'est de se dire quelle est la longueur du segment qui correspond à la diagonale principale. Eh bien, on applique le théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle avec 2 longueurs qui valent A. Par conséquent, la diagonale du cube vaut A racine de 2. Ce A racine de 2, donc qui correspond à la longueur du segment vert, on peut le mettre en relation avec le rayon d'un motif, qu'on va noter petit r. Lorsqu'on parcourt ce segment vert, on rencontre le rayon une fois,
Là, ici, le motif est complet, donc c'est son diamètre 2 fois le rayon. Et là, encore une fois, donc A racine de 2 égale 4 fois R, avec R, le rayon d'un motif. On a donc ici une traduction sous forme d'équation mathématique de la condition de tangence. Gardez-la bien dans un petit coin de votre tête ou bien mettez-le sur un post-it devant vous, puisque cette condition de tangence, on a à la réutiliser tout à l'heure dans d'autres calculs. Donc, une fois qu'on a la relation de tangence et la définition de la compacité, le volume occupé, ça correspond au nombre de motifs dans la maille, c'est-à-dire la population, Z, qu'on multiplie par le volume d'un unique motif. Motif qui va être considéré comme ayant la géométrie sphérique, donc on connaît l'expression du volume d'une sphère, tout va bien. Concernant le volume de la maille, c'est un cube d'arête A, eh bien on ne va pas utiliser le produit mixte pour ça, on va simplement utiliser A puissance 3. On poursuit. La population, on a vu qu'elle valait 4, et le volume d'une sphère de rayon petit r, c'est égal à 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Donc on a ici 4 fois 4 tiers de pi r cube, le tout divisé par a cube. Vous voyez que si on arrête notre calcul ici, on a a et r, on ne peut pas arriver à une valeur numérique, et pourtant c'est bien une valeur numérique qu'il nous faut. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la condition, la relation de tangence, a racine de 2 égale 4r. Donc à partir de là, on pourra simplifier au numérateur et au dénominateur de façon à n'avoir plus que des valeurs numériques. Donc là ici, je vais écrire que a égale 4r sur racine de 2. Par conséquent, la compacité vaut 4 carré pi r cube sur 3 fois 4 au cube r cube, et racine de 2 au cube, ça nous fait 2 racine de 2. Ok, des petites simplifications. Le 4 puissance 2, eh bien, ça va nous laisser au dénominateur simplement 4. Le r puissance 3 se simplifie au numérateur et au dénominateur. Il nous reste donc C égale pi sur 3 fois 4, on a dit 12. Et au numérateur, 2 fois racine de 2. Ça nous fait donc du pi fois racine de 2 divisé par 6. On sort sa calculatrice, on tape ça, et on s'aperçoit que la compacité vaut à peu près 0,74, soit 74% du volume occupé. Donc, le fait de trouver une compacité de 0,74%, qui est la limite maximale théorique si on a un empilement de sphères dures identiques, eh bien, ça nous permet de dire que la structure cubique à face centrée est une structure qu'on qualifie de compacte. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, 74% du cube est rempli par de la matière. Ça veut donc dire qu'il y a encore 26% de vide à l'intérieur. Eh bien, ces vides interstitiels, donc les vides qu'il y a entre les motifs, ils vont avoir un rôle et une importance en cristallochimie. On va essayer de comprendre laquelle. Pour ça, on passe au paragraphe delta qui parle des sites cristallographiques. Donc je vous ai mis la définition de ce qu'on appelle un site cristallographique. C'est un vide interstitiel entre les motifs qui constituent l'empilement cubique face centrée. Suivant l'entourage de ces vides interstitiels, on va leur donner des noms différents. On va parler de site tétraédrique s'il y a 4 motifs définissant un tétraèdre,
c'est ce qu'on va voir tout de suite, ou de site octaédrique s'il y a 6 motifs qui définissent un octaèdre. Si jamais on travaille avec d'autres types d'empilements, on peut aussi définir, dans le cas d'un cubique simple, donc seulement lorsqu'il y a des motifs sur les sommets du cube, le centre du cube est considéré comme un site cristallographique cubique. Deuxième définition, qui va de pair avec celle d'un site cristallographique, la définition de l'habitabilité. Il s'agit du rayon maximum d'un motif qui peut être inséré, alors c'est une expérience fictive bien sûr, mais qui peut être inséré dans le site cristallographique en question sans déformation globale de la structure. Donc, intéressons-nous dans un premier temps au site tétraédrique. Donc, sur le document que vous avez sous les yeux, vous avez 2 représentations qui sont celles-ci, que je vais compléter, pareil, en respectant gauche-droite. Et ce que je vous propose de faire, c'est regarder d'abord le schéma qui est sur la droite, qui correspond à un petit cube d'arête A sur 2. Alors, si je considère un empilement cubique face centrée classique, le petit cube que je vais dessiner ici, c'est celui qui est en bas à gauche devant. Donc, essayez de faire un petit peu travailler votre visualisation dans l'espace, essayez de voir la position des motifs qu'on retrouve à l'intérieur de ce petit cube d'arête A sur 2. Il va y en avoir un qui est sur le sommet du grand cube, qui correspond à cette position. Un autre qui va être au centre de la face du bas, il est ici. Un autre qui est au centre de la face de gauche, qui apparaît là. Et le dernier est au centre de la face avant, il apparaît ici. Vous voyez qu'ici, dans un petit cube d'arête A sur 2, on a 4 motifs qui sont les motifs constitutifs du cristal, et ils définissent un tétraèdre. Au centre de ce volume tétraédrique, on va donc trouver un vide interstitiel qu'on va appeler un site cristallographique tétraédrique. Ce que je note ici avec le petit cercle et le T à l'intérieur. Bien, on regarde maintenant le schéma qui se trouve à gauche. Ce qu'on a dit pour ce petit cube d'arête A sur 2, donc celui qui était en bas à gauche devant, bien, ça veut dire que là ici, on a un premier site tétraédrique. Par raison de symétrie, avec la périodicité spatiale du cristal parfait, eh bien, on va retrouver exactement la même situation dans chacun des petits cubes d'arête A sur 2. Donc, dans le petit cube qui est en bas à droite devant, rebelote, un site tétraédrique. Dans celui qui est à l'arrière, un site tétraédrique. Dans celui qui est juste à gauche, encore un site tétraédrique. Et pour les 8 petits cubes qui se trouvent juste au-dessus de ceux-là, c'est exactement la même chose. Donc, encore 1, 2, 3 et 4. Donc finalement, un schéma comme ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus lisible. Vous pouvez essayer peut-être de rajouter des pointillés pour mieux les localiser. Mais lorsque vous faites un dessin, si vous trouvez qu'il n'est pas parfaitement explicite, rajoutez une petite phrase juste en dessous en disant que les sites tétraédriques se trouvent au centre de chaque petit cube d'arête A sur 2. De cette façon, même si votre dessin est un petit peu moche, comme le mien ici, eh bien, vous aurez quand même une certaine lisibilité. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est caractériser ces sites cristallographiques, tout d'abord en les comptant. Donc pour le dénombrement, c'est exactement la même chose qu'un calcul de population. Donc je vais ici noter ZT, le nombre de sites tétraédriques qui sont à l'intérieur d'une maille cubique. Eh bien, d'après leur définition, étant donné qu'ils sont au centre des petits cubes d'arête A sur 2, un site tétraédrique est inclus dans la maille cubique. Il appartient en propre à la maille d'arête A. Par conséquent, vu qu'on en a dessiné 8 et que les 8 sont dans la maille, eh bien, le nombre de sites tétraédriques dans une maille de paramètres de maille A, c'est 8. En ce qui concerne le calcul de l'habitabilité, donc on cherche à déterminer le rayon maximum
d'un motif qu'on pourrait mettre à l'intérieur du site tétraédrique qui est ici. Ce rayon maximum, je vais le noter R indice T, avec un T comme tétraédrique. Pour pouvoir le déterminer, eh bien, il faut imaginer qu'on ait fait l'insertion en question et se dire bien où est-ce qu'il y a contact entre les motifs. En l'occurrence ici, méfiez-vous, la représentation c'est un modèle éclaté. On a mis les ronds correspondant aux entités chimiques séparés les uns des autres. Mais en réalité, ça veut dire que ce site tétraédrique va être tangent à chacun des motifs représentés par les cercles bleus. En particulier, eh bien, la tangence qui va nous intéresser, elle a lieu sur la demi-grande diagonale du petit cube d'arête A sur 2. Alors, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, je vais faire d'autres représentations. Tout d'abord, on va se placer sur le plan coupant le cube en deux et qui contient la grande diagonale. Donc ce plan, je vais le tracer ici en rouge. Le voici. Je vais reproduire ça sur la droite. Donc on a un rectangle. Là ici, on a la grandeur A sur 2. Et pour l'autre côté, eh bien, c'est A sur 2 fois racine de 2, c'est-à-dire A sur racine de 2. On écrit simplement 2 égale racine de 2 fois racine de 2. Je vais compléter avec le dessin des motifs. Donc d'abord ceux que j'ai mis en bleu. C'est des motifs qui ont pour rayon R et ils sont relativement volumineux. Si vous voulez avoir un dessin précis, essayez de mesurer, voire utiliser une feuille quadrillée. Là ici, je vais faire un schéma à main levée qui sera peut-être un petit peu imprécis. Donc on a un motif bleu qui est par là. Ah, je ne l'ai pas fait assez grand. Je ne l'ai pas fait assez grand puisque là ici, entre ces deux-là, on est sur la diagonale d'une face du grand cube. Donc il faut qu'il y ait tangence entre les deux motifs. Ça veut dire que le motif bleu qui est là doit passer ici, au milieu. Voici l'autre. Donc celui-ci correspond à celui-là, et le cercle de droite correspond à celui-ci. Entre les deux, eh bien, on a notre site tétraédrique. Ce que je vais faire pour la suite de la démonstration, c'est que je vais considérer la diagonale principale, que je viens ici de tracer en noir. Je vais appeler ça longueur petit d. Et par application du théorème de Pythagore, ou alors en sachant que la diagonale principale d'un cube d'arête A vaut A racine de 3, ça découle du théorème de Pythagore, eh bien je peux dire ici que petit d est égal à A racine de 3 divisé par 2. Je vous passe les calculs, vous pouvez les poser si ça vous intéresse, mais vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Ok, la tangence que j'observe entre le motif du cercle bleu et le site tétraédrique n'a pas lieu sur toute la diagonale, mais seulement sur la demi-diagonale. Donc, sur cette demi-diagonale, j'ai la distance d sur 2, et elle correspond donc à A racine de 3 sur 4. J'ai pris ce qu'on avait ici au-dessus et je l'ai divisé par 2. Mais ça correspond aussi, d'après ce qu'on voit sur le schéma, à une fois le rayon du motif bleu, qu'on a noté R minuscule, et une fois le rayon du site tétraédrique. Hein, je m'arrête bien ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est exprimer l'habitabilité R indice T en fonction du rayon R. Pour ça, on doit réutiliser la condition de tangence qui est que A racine de 2 égale 4R. Par conséquent, je reprends cette équation-là en écrivant A comme étant égal à 4R sur racine de 2. Ça, c'est égal à R plus l'habitabilité RT. On voit que 4 et 4 se simplifient, et il nous reste donc R
T, l'habitabilité du site tétraédrique, qui est égale à R, le rayon d'un motif, en bleu, facteur de racine de 3 demi, moins 1. On attrape sa calculatrice, on calcule ce qu'il y a ici dans la parenthèse, et on trouve à peu près R fois 0,225. En d'autres termes, ça signifie que dans un site tétraédrique, on va pouvoir mettre un motif dont le rayon est au maximum de 22,5% celui du rayon des motifs initialement présents. Donc finalement, ce qu'on voit là, c'est que le site tétraédrique est assez petit. Ça correspond bien à ce qu'on avait sur le schéma tout à l'heure. Concernant maintenant l'autre type de site cristallographique présent dans un empilement cubique à face centrée, eh bien ce sont les sites octaédriques. Comme tout à l'heure, vous avez deux schémas. Celui de gauche, on va résumer la position de tous les sites et on va regarder dans un premier temps le schéma de droite qui va nous permettre de comprendre leur localisation. Alors, sur ce schéma-là, il faut imaginer que vous avez 3 mailles cubiques qui contiennent à chaque fois les motifs correspondant à un empilement cubique à face centrée. Pour ne pas surcharger le dessin inutilement, je ne vais ici représenter que certains motifs qui permettent de mettre en évidence ces sites interstitiels. Alors tout d'abord, si je prends, par exemple, le cube qui est ici en bas à gauche, un premier site octaédrique est défini à l'aide des motifs qui sont au centre de chaque face. Là ici, vous voyez qu'on a bien un carré qui est défini avec une première pointe de pyramide en haut, une deuxième pointe de pyramide en bas. Donc, on a une bipyramide à base carrée qu'on appelle plus communément un octaèdre. Donc, là ici, au centre de cet octaèdre, j'ai un site octaédrique, ce que je note avec la lettre O. Évidemment, par raison de symétrie, à l'intérieur de chaque maille cubique, pile au centre, il y aura un site octaédrique. Donc, le premier site octaédrique qu'on peut mettre en évidence, il est ici. Je note site O pour octaédrique au centre de la maille. Mais ce n'est pas le seul type de site qu'on peut trouver. Pour illustrer la suite, je vais prendre le feutre noir et je vais regarder ce qui se passe à la jonction des 3 mailles qui sont représentées ici. Pour ça, je vais utiliser les motifs qui sont sur les sommets communs aux 3 mailles dessinées, au centre des faces qui sont ici la face du haut de la maille de droite et le motif de la face du haut, de la face commune entre les 2 mailles de gauche. Là ici, vous voyez que ces 4 motifs vont définir un plan carré. Je vais un petit peu mal dessiner ici. Voilà. Si on veut terminer l'octaèdre, eh bien on récupère le motif qui est ici à la face commune entre les mailles en bas. On a ici une première pointe de pyramide à base carrée. Et enfin, on prend le motif qui se trouve sur la face du milieu, sur la face de droite de la maille du haut. Et on a ici une deuxième pointe pour la bipyramide. Ça veut donc dire que au centre de ce nouvel octaèdre en noir, vous avez un autre site octaédrique. Par raison de symétrie, le site octaédrique qu'on a mis ici en évidence, au centre de l'octaèdre noir, est rigoureusement le même que celui qui est au centre de l'octaèdre bleu. Et on constate qu'il se place au milieu de l'arête. Ça veut donc dire que sur le milieu de chaque arête du cube, encore une fois par raison de symétrie, eh bien on aura un site octaédrique. Je vais représenter les suivants avec des petits ronds.
Alors, des arêtes, on en a 12 au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc là, on a localisé la position des sites octaédriques. On retient, il y en a un au milieu de chaque arête, plus un au centre du cube d'arête A. Je ne l'ai pas noté ici, je vais le rajouter. Le cube qui est ici a pour arête petit a. De la même façon, les cubes qui sont là ont chacun pour arête petit a. Essayons maintenant de dénombrer, c'est-à-dire de compter le nombre de sites octaédriques dans une maille cubique. Donc là, on regarde uniquement le dessin qui est ici. Et pour calculer donc ce nombre, c'est comme un calcul de population, comme tout à l'heure. Donc je vais appeler ZO le nombre de sites octaédriques. Tout d'abord, il y en a un qui appartient en propre entièrement à l'intérieur de la maille représentée. C'est celui qu'on a dessiné avec une croix, puisqu'il est au centre du volume cubique. Donc lui, il compte pour un entier. Il y a ensuite ceux qui sont au niveau des arêtes. Donc, on sait qu'il y a 12 arêtes. Bien. Et la question, c'est de se dire, quelle est la fraction d'un de ces sites incluse dans la maille qui est représentée ici? Pour ça, eh bien, il suffit de regarder le nombre de mailles communes pour un site donné. Bien, regardez à nouveau le dessin qui est ici. On va regarder le site au centre de l'octaèdre noir. Il est commun aux 3 mailles représentées ici, et il y en a une quatrième qui viendrait juste là, que je n'avais pas dessiné pour ne pas surcharger trop le dessin. Ça veut dire qu'au centre d'une arête, enfin au milieu d'une arête, vous avez eh bien, 4 mailles pour le même site octaédrique. Donc chacun ne compte que pour un quart pour une maille donnée. Ce qui nous fait qu'au final, dans une maille donnée, on aura en moyenne 4 sites octaédriques. En ce qui concerne maintenant l'habitabilité pour les sites octaédriques, on va noter R indice O, le rayon maximal d'un motif qu'on peut insérer dans un site octaédrique, et ce, sans déformation de la structure. Donc là, je vous ai représenté une face. Vous avez ici donc un carré d'arête petit a. Les motifs que j'ai représentés ici en noir ont pour rayon petit r. Et les sites octaédriques, on les a mis en évidence, eh bien ils sont au milieu de chaque arête. Je vais les représenter ici en vert. Et je rajoute un petit O à l'intérieur pour préciser que c'est un site octaédrique. Pour avoir la valeur numérique, pour avoir la relation entre l'habitabilité RO et le rayon du motif R, eh bien, comme tout à l'heure, il faut chercher le contact entre un motif de rayon R et un site octaédrique. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure, puisqu'il y a contact sur une arête du cube. Donc, le long d'une arête, peu importe laquelle, on va avoir petit a, la longueur totale, qui est égale, regardons par exemple l'arête qui est en bas. On va avoir le rayon R, là ici il y a le site octaédrique, on en prend le diamètre, donc 2 fois RO, et enfin, encore une fois, le rayon R. Donc on a A égale 2R plus 2 fois le rayon du site octaédrique. Comme tout à l'heure, on essaye d'exprimer RO en fonction de R, et pour ça, on ne va pas y couper, on a besoin d'exprimer A en fonction de R, donc on se souvient de la condition de tangence A racine de 2 égale 4R, qui nous donne donc A égale 4R sur racine de 2, donc A, je l'écris 4R sur racine de 2, ça c'est égal à 2R plus 2R octaédrique. Ça nous fait donc R octaédrique égale 4R sur 2 racine de 2 moins R, ce qui va donc nous faire R facteur de racine de 2 moins 1.
comme tout à l'heure, on attrape sa calculatrice et on calcule racine de 2 moins 1. Ça nous fait 0,414. En d'autres termes, dans un site octaédrique, on pourra mettre un motif dont le rayon correspond à 41,4% du rayon des atomes initialement présents. Pour conclure là-dessus, une petite remarque que je vous propose de compléter avec ce que je vais dire maintenant. Comparaison de l'habitabilité des sites octaédriques et tétraédriques dans un empilement cubique face centrée. Eh bien déjà, alors j'ai mis l'habitabilité, mais on peut parler en termes de population. On a vu que des sites tétraédriques, il y en a 8 par maille, des sites octaédriques 4, donc les sites octaédriques sont 2 fois moins nombreux. Si on regarde maintenant les calculs d'habitabilité, eh bien on retient que les sites octaédriques sont à peu près 2 fois plus grands que les sites tétraédriques. Donc finalement, des sites petits, on en a beaucoup, et des sites grands, on en a un petit peu moins. Donc si vous avez bien suivi, tout ce qu'on a vu là sur l'empilement cubique face centrée, c'est ça qui est vraiment au cœur du programme, et donc dans votre apprentissage, accentuez vos efforts là-dessus, et si vous maîtrisez tout parfaitement, vous pourrez passer à l'exemple qui arrive maintenant, qui est plus complexe. Si jamais ça vous pose problème, concentrez vos forces uniquement sur le cubique face centré. Alors dans la suite, quelques notions sur l'empilement hexagonal compact. Ce que nous allons voir ici n'est pas à apprendre par cœur, puisque ce n'est pas exigible dans le cadre du programme. Mais quand même, retenez que qui peut le plus peut le moins, donc ça peut être pour vous une espèce d'exercice pour aller plus loin. Alors en ce qui concerne la construction de l'empilement hexagonal compact. Alors je vais reprendre mes petits schémas qui sont ici. Donc la description est faite comme tout à l'heure avec une vue de dessus. Les cercles noirs ou blancs correspondent à des motifs, peu importe leur couleur, c'est à chaque fois le même motif. Pour créer un empilement hexagonal compact, on va mettre d'abord un premier plan d'atomes, un premier plan de motif qui correspond au plan A, le même plan A que tout à l'heure. Et sur ce plan A, on va venir mettre un second plan qui correspond au plan B, exactement le même que tout à l'heure. La distinction arrive au niveau de la troisième couche, puisque la troisième couche pour l'hexagonal compact, c'est à nouveau une couche de type A. C'est-à-dire que les projections orthogonales sur le plan du bas des motifs de la troisième couche se confondent avec ceux de la deuxième couche. Donc là, vous avez une visualisation de dessus, et là, une visualisation en tranche avec les plans AB, AB qui se succèdent. Pour mettre en évidence la distinction qu'il y a entre l'hexagonal compact et le cubique face centré, je vous ai mis ces deux représentations. Là, ici, plan ABC, c'est du cubique face centré. Enchaînement de plan AB, c'est de l'hexagonal compact. Je vous ai également mis deux dessins. Donc celui-ci qui correspond à la représentation de la maille conventionnelle hexagonale compacte avec un modèle éclaté. Là ici encore une fois, ne faites pas attention à la couleur des motifs. Ils sont tous identiques. Donc vous voyez qu'il y en a 7 pour la face qui est la plus en bas, 6 qui définissent un hexagone plus 1 au centre de l'hexagone. Sur cette couche-là vont venir se mettre des atomes de la couche B, donc symbolisés ici par les espèces de sphères de couleur, alors je ne sais pas comment vous voyez ça, marron, doré. Vous en avez 3 inclus à l'intérieur de la maille hexagonale. On voit bien là ici, les sphères ne sont pas coupées. Et au-dessus de ce plan B, représenté ici seulement par 3 atomes, revient se mettre un plan A, et vous voyez bien que les projections orthogonales de la couche qui est ici en haut vont venir se confondre avec les atomes de la première couche de plan A. Donc là ici, pour la suite, on continuera à travailler avec des représentations éclatées comme celle-ci, mais gardez en tête qu'une représentation plus proche de la réalité correspond à ce qu'on a mis ici. Notamment quand on aura tout à l'heure à calculer la population, reprenez ce dessin-là pour voir quelle est la fraction d'un motif incluse en propre dans la maille représentée. Alors pour la suite, on va essayer de voir la position des motifs. Donc je vous ai remis ici au tableau deux schémas qui correspondent à ces deux-là, qui nous permettent de visualiser la position de ces motifs. Je vais les repositionner au fur et à mesure pour que vous voyez bien. Donc tout d'abord, je vais représenter donc avec des petits cercles bleus les motifs. On va considérer qu'ils sont tous identiques et on va regarder l'empilement dans le sens de construction du bas vers le haut.
Tout d'abord, en bas, on a dit que on avait 6 motifs qui définissent un hexagone. Et au centre de l'hexagone, vous voyez qu'ici j'ai tracé des pointillés, et bien il va y avoir un motif supplémentaire. J'attire votre attention sur le fait que l'hexagone est régulier. Donc si on passe à une vue de dessus de cette couche que je viens de mettre ici, vous allez avoir des motifs sur chaque sommet de l'hexagone, et celui qui est au centre va venir ici. Vous pouvez également voir, alors là ici c'est une construction à main levée que j'ai faite, elle n'est pas hyper précise, mais vous avez à l'intérieur de cet hexagone 6 triangles équilatéraux. En ce qui concerne les paramètres de maille, on va les dessiner tout à l'heure sur la maille de droite. Vous avez ici une longueur petit a qui va se retrouver également ici, ici. Donc vous avez à chaque fois des triangles équilatéraux, ce sera utile pour le calcul de la compacité dans un instant. On continue. Là ici, vous voyez que la maille est relativement haute. On va définir un autre paramètre de maille qui correspond à la hauteur et on va le noter petit c. Lorsqu'on s'intéresse à l'empilement des couches A, B, AB, petit c est la distance qui sépare deux couches de type A. Donc ça veut dire qu'ici, à la hauteur C sur 2, on trouve une couche de type B. Les motifs ne vont pas se mettre n'importe comment. Vous voyez que j'ai représenté en pointillé les 6 triangles équilatéraux qui correspondent à l'intersection d'un plan horizontal avec la maille hexagonale. Il va y en avoir des motifs au niveau des centres des triangles équilatéraux, 1 sur 2 en alternance. Donc là, si je mets un motif, dans le triangle à côté, il n'y en a pas, dans celui qui vient ensuite, il y en a un, puis dans le suivant, il n'y en a pas, et ici, il va y en avoir un. Donc là, ici, j'ai mis donc des cercles bleus pour les motifs du plan A, et j'ai mis des poids bleus pour les motifs du plan B. Sur ce plan B, viennent s'appuyer de nouveaux motifs du plan, de type plan A, avec présence de ces motifs sur les sommets de l'hexagone, plus 1 au centre de l'hexagone. Ça veut dire que si on repasse avec la vue de dessus, les motifs du plan B, eh bien, sur une vue de dessus, ils apparaîtront ici, 1 sur 2, en alternance. Dans un triangle équilatéral sur 2 en alternance. Donc cette maille, c'est la maille conventionnelle, c'est celle qu'on utilise habituellement pour décrire cet empilement. Pour autant, ça ne fait pas partie des 14 réseaux définis par Bravais, et si on veut se ramener à cette définition-là, eh bien il faudrait s'intéresser non plus à la maille hexagonale telle que représentée ici, mais à un tiers de maille seulement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est mettre en évidence le passage du dessin qui est ici vers le dessin qui est à droite. Alors, la maille de droite, c'est un tiers de maille hexagonale. En reprenant ce qui est noté ici, je vais tracer ça en vert. Donc, la maille qui est là, je la mets en évidence en vert ici. Il va y avoir donc d'abord la face rectangulaire qui est ici à l'avant, qui va correspondre à la face rectangulaire à l'avant qui est ici. Une fois qu'on a ça, eh bien, on suit les lignes de fuite. Là ici, là également, là-haut, oups, c'est des pointillés, voilà. Donc vous voyez que ce que j'ai mis ici en évidence en vert correspond bien à un tiers de maille, puisque si on s'intéresse à la vue de dessus, on a pris 2 triangles équilatéraux parmi les 6, ceux qui sont ici. Et donc ces 2 triangles équilatéraux correspondent bien à la vue de dessus qui est là. Et il nous reste à placer du coup les motifs. Donc tout en bas, on en a un par sommet. En haut, c'est la même chose. Et au niveau de la hauteur C sur 2, eh bien, dans la maille verte, il y en a un seul, celui qui est ici plutôt vers l'arrière. Donc je le représente
ici. Et si on s'intéresse à la vue de dessus et qu'on place les motifs, on va en avoir 1, 2, 3, 4. Et on verra celui qui est ici au niveau de la hauteur C sur 2, ici. Vous voyez donc que pour ce tiers de maille hexagonale, eh bien, vu de dessus, on a une forme géométrique particulière qui est une forme de losange. Donc pour la suite, afin de caractériser l'empilement hexagonal compact, on va travailler uniquement sur la maille hexagonale, donc le schéma qui est ici à gauche. La première chose à calculer, ce sera la population. Combien y a-t-il de motifs dans une maille hexagonale compacte? Eh bien, il faut s'intéresser aux différents types de motifs, et il y en a ici 3 types. Ceux pour qui c'est le plus simple, on les voit ici, ce sont les motifs du plan B. Ils sont inclus en propre dans la maille hexagonale, et il y en a 3, donc chacun compte pour 1. Donc je marque ici 3 pour ceux qui sont à la hauteur C sur 2. Il y a également des motifs qui sont au centre des hexagones. Il y en a un ici en bas, un autre ici en haut. Donc on a 2 de ces motifs. Et à combien de mailles hexagonales participent-ils simultanément? Bien, si on regarde celui du bas, il participe à la maille qui est dessinée et celle du dessous qui n'est pas représentée, donc à 2 mailles. Donc on rajoute plus 2 fois 1,5 pour les motifs au centre des faces. Il nous reste maintenant à regarder, peut-être ceux pour qui c'est le plus délicat ici, les motifs qui sont au sommet d'une maille hexagonale. Alors pour comprendre à combien de mailles hexagonales ils appartiennent, essayez de dessiner une structure nid d'abeille. Et intéressez-vous au point d'intersection des 3 hexagones. Là ici, il va y avoir pour ce point, donc si on raisonne maintenant en 3 dimensions, 6 mailles, les 3 qui viendraient vers l'avant et les 3 qui partiraient à l'arrière. Ça veut dire que là ici sur ce schéma, un motif au sommet participe simultanément à 6 mailles hexagonales compactes. Donc, on rajoute un 3e terme, le facteur de pondération qu'on vient de voir c'est 1/6, et combien y a-t-il de motifs au sommet? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en bas, 6 en haut, donc 6 fois 1/6. Ça nous fait donc 3 plus 1 plus... Non, c'est pas 6 fois 1/6, j'ai dit n'importe quoi, c'est 12 fois 1/6, puisqu'il y a 6 motifs au sommet en bas, 6 motifs de plus en haut, donc 12 fois 1/6, et donc ça nous fait 3 plus 1 plus 12 sur 6, je vais y arriver 2, ce qui nous fait 6 motifs par maille. Donc, comme je vous le disais, rajoutez-le sur votre cours, ce 6 correspond à la maille hexagonale compacte. Si jamais on ne travaillait pas avec cette maille conventionnelle, mais avec la maille qui est ici, eh bien, combien y aurait-il de motifs à l'intérieur? Sachant que c'est un tiers de la maille précédente, eh bien, on aurait un tiers de ce résultat, c'est-à-dire qu'ici, on a 2 motifs par maille. On passe maintenant à la coordinance. La coordinance, vous vous souvenez, c'est le nombre de contacts pour un motif donné. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne regarde pas les motifs qui sont au bord du dessin parce qu'on ne voit pas bien comment est-ce qu'ils sont environnés. Et au contraire, on va regarder ceux qui sont bien au centre de notre schéma. Donc ce que je vous propose de faire, c'est raisonner sur le dessin qui est ici. J'ai représenté une maille hexagonale vierge et je ne vais représenter dessus que les atomes qui m'intéressent pour la démonstration. Imaginez bien sûr que toutes les positions sont occupées comme sur le schéma qu'on avait précédemment. Je vais porter mon attention sur un motif, celui qui est ici, au centre de la face du haut. Lorsqu'on construit le plan A auquel il appartient, eh bien ce motif qui est donc le poids rouge, il va être tangent à tous les motifs de l'hexagone que je représente par des cercles noirs. Donc là, ici, on a déjà 6 tangences. Et on a vu que ce plan-là, un plan A, eh bien, il ne lévite pas à une certaine hauteur, hein, il s'appuie sur le plan B qui se trouve juste en dessous de lui. Ça signifie que
le motif rouge qui est là va être en contact avec les motifs à la hauteur C sur 2. Du coup, si je les dessine, ces motifs, je vais reprendre la disposition qu'il y avait là. J'en ai un ici, un à l'arrière et un à gauche. On a, en bleu, 3 tangences supplémentaires. Évidemment, lorsqu'on poursuit l'empilement des couches AB, eh bien ça voudrait dire que pour la maille hexagonale du dessus, que je n'ai pas représentée, on aurait 3 motifs supplémentaires qui apporteraient 3 tangences en plus. Hop, je vais représenter comme ça. Donc là, si vous avez de la place et que ça vous amuse de dessiner des mailles hexagonales, vous pouvez en superposer 2 pour mettre en évidence les nouveaux motifs bleus qui sont ici. Le résultat, c'est qu'on a donc 6 motifs noirs dans le même plan, 3 bleus en dessous, 3 bleus au-dessus. La coordinate vaut donc 12. Et un fait est remarquable, l'empilement hexagonal compact, il est compact, on va le démontrer dans un instant avec le calcul de la compacité, tout comme l'empilement cubique face centrée, et on remarque que pour l'un comme pour l'autre, la coordinate vaut 12. On verra qu'il y a d'autres analogies. Alors on va continuer maintenant avec le calcul de la compacité. Vous allez voir que ce calcul, il est pas complexe, mais il est compliqué. C'est-à-dire que les calculs numériques ne sont pas très difficiles. Par contre, il y a tout un ensemble d'étapes et c'est un petit peu long. Donc, si jamais vous ne comprenez pas tout, vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, faites un petit bond en avant dans la vidéo. Vous pouvez tout à fait passer ce calcul, il ne va pas vous manquer, il n'est pas exigible dans le cadre du programme. Pour ceux qui sont restés, voyons comment est-ce qu'on détermine cette compacité. On part de la définition, à savoir que la compacité correspond au volume occupé par les motifs divisé par le volume de la maille. Je parle ici de la maille hexagonale, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Alors, dans le cas où on a un cube, déterminer le volume d'un cube, c'est très facile. Par contre, dans le cas où on a une maille hexagonale, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Un petit rappel tout d'abord avec ce que vous connaissez. Lorsque vous cherchez à déterminer le volume d'un cylindre, c'est quelque chose, je pense, que vous avez déjà fait plusieurs fois en physique. Pour avoir son volume, eh bien, vous allez prendre la surface du cercle qui est ici, en notant S, cette surface, donc le volume du cylindre égale la surface du cercle, grand S, ça en général vous savez bien calculer, et vous allez multiplier cette surface par la hauteur de la génératrice du cylindre, c'est-à-dire, si je note la hauteur de la génératrice petit h, le volume du cylindre, ce sera S fois h. On a une surface fois une longueur, on a donc bien quelque chose qui est homogène à un volume. Et bien, dans le cas où on a un empilement hexagonal compact, ça va être analogue. On commence par prendre la maille hexagonale, on va commencer par déterminer le volume, pas le volume, la surface d'un hexagone, et on va multiplier cette surface par la hauteur de la génératrice. Alors, en reprenant des notations qui sont cohérentes, je ne vais pas noter cette hauteur de génératrice h, mais c'est le paramètre de maille petit c. Et donc ici, on va pouvoir dire que le volume de la maille est égal, comme tout à l'heure, au produit de la surface de sa base, l'hexagone, multiplié par la hauteur de la génératrice, c'est-à-dire petit c. Donc on va commencer dans un premier temps par déterminer la surface de l'hexagone. Sur la droite, j'ai donc représenté l'hexagone vu de dessus et j'ai reporté les longueurs et les angles intéressants. Donc tout d'abord ici, l'arête de l'hexagone c'est petit a. Et vu que c'est un hexagone, on retrouve la longueur A
entre un sommet et le centre de l'hexagone. En ce qui concerne les angles, j'ai oublié de le noter tout à l'heure, vous pourrez le rajouter, vu qu'on a des losanges, l'angle qui est ici eh bien, vaut 120 degrés, et vu que ce sont des triangles équilatéraux, eh bien, chacun des angles à l'intérieur va valoir 60 degrés. Donc, si on arrive à déterminer l'aire d'un seul de ces triangles, eh bien, en le multipliant par 6, on aura alors l'aire de l'hexagone. Concernant l'aire d'un triangle, je vous rappelle, si jamais vous l'avez oublié, qu'elle est égale à la base, c'est-à-dire la longueur du triangle. Là, ici, vu qu'il est équilatéral, c'est pas dur, la base vaut A, multiplié par la hauteur, que j'ai représentée ici, petit h, le tout, divisé par 2. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est exprimer la hauteur h en fonction du paramètre de maille petit a pour avoir l'aire du triangle. Pour ça, on va appliquer le théorème de Pythagore dans la moitié d'un des triangles équilatéraux. Je vais me placer donc dans le triangle ABC. Évidemment, la longueur BC, elle vaut A sur 2. Et lorsqu'on applique Pythagore, on va donc écrire que A carré égale à A sur 2 au carré plus la hauteur h au carré. Ce qui nous fait donc, là ici j'ai oublié le carré, ce qui nous fait donc a sur 2, pardon, a carré moins a carré sur 4 égale h carré, a carré moins 1 quart de carré sur, oui, pardon, je reprends, a puissance 2 moins a puissance 2 sur 4, c'est égal à 3a puissance 2 sur 4. J'arrive à calculer, mais je n'arrive pas à parler. Par conséquent, h est égal à racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant. On peut maintenant déterminer l'aire d'un triangle. Alors, donc l'aire d'un des triangles équilatéraux constituant la base, c'est donc la longueur A fois la longueur H, c'est-à-dire A racine de 3 sur 2, divisé par 2. Voici. Donc, je me suis planté quelque part. Non. A, on a donc A carré racine de 3 sur 4. Et donc, on a un résultat qui est bien homogène à une distance puissance 2, donc c'est bien un résultat de surface. Je vais vérifier quand même avec mes notes pour être sûr de ne pas me tromper. Là, on n'a pas de problème. On continue. Et donc, l'aire de la base hexagonale, c'est égal à 6 fois l'aire d'un triangle. Ce sera donc égal à 6 fois a carré racine de 3 sur 4. Donc du 6 sur 4, ça nous fait 3 sur 2. Ça nous fait donc a carré fois 3 racine de 3 sur 2. À partir de là, si on veut déterminer le volume de la maille, on a dit que c'était l'aire de l'hexagone fois la hauteur de la génératrice, c'est-à-dire le paramètre de maille petit c. Le souci est le suivant, c'est que vous voyez que dans l'aire de l'hexagone, c'est le paramètre de maille petit a qui apparaît, alors que là ici, dans le volume de la maille, on aura à la fois A et C. Et du coup, si on a les deux paramètres de maille, on n'arrivera pas à un résultat simplifié. Il va donc falloir trouver une relation qui permet d'établir une équation entre les deux paramètres de maille. Donc, trouvons une relation entre A et C.
ce qui concerne la relation entre A et C, il faut utiliser tout d'abord une petite phrase qui fait un peu office de formule magique. C'est la suivante. Le fait d'avoir un empilement compact impose que la hauteur d'un tétraèdre régulier d'arête A vaut C sur 2. Alors pour essayer de comprendre ce que ça implique, je vous ai refait un schéma qui est ici de la maille hexagonale. Vous vous souvenez, donc l'hexagone est découpable en 6 triangles équilatéraux dont l'arête vaut A. Si je prends un de ces triangles, celui que j'ai repassé ici en bleu, et que je construis un tétraèdre régulier pour lequel toutes les arêtes valent A, eh bien j'arrive ici à la forme que j'ai dessinée. Eh bien, ce que va nous permettre d'avoir cette phrase, le fait d'avoir un empilement compact, nous dit que la longueur du segment SH qui correspond à la hauteur du tétraèdre, avec le point H qui correspond au projeté orthogonal du sommet S sur le plan horizontal, eh bien cette hauteur SH va être égale à C sur 2. Le but pour nous, c'est alors de calculer la hauteur SH en fonction du paramètre de maille A, et on dira que cette longueur est égale à C sur 2. Pour ça, je me suis replacé juste en dessous ici dans un des triangles équilatéraux. Donc c'est celui que j'ai dessiné en bleu, et repérez-vous avec le sommet A et le point H projeté orthogonal du sommet. Concernant, donc là ici sur ce triangle, vous voyez que je vais d'abord préciser que la longueur d'un côté est égale à petit a, et j'ai dessiné sur ce triangle équilatéral les trois hauteurs qui sont aussi les médianes, les médiatrices, en pointillés noirs. Le point de concours de ces hauteurs, eh bien, c'est le centre de gravité du triangle qui correspond par conséquent au point H. Afin de déterminer la hauteur SH, ce qu'on aimerait faire, c'est se placer dans le triangle SHA, que j'ai représenté ici. Il est rectangle au point H, et appliquer le théorème de Pythagore. Le fait est que on connaît la longueur SA, qui est égale au paramètre petit a. On ne connaît pas l'expression de SH en fonction de A, et on ne sait pas trop non plus pour l'instant quelle est la longueur du segment HA. Donc on a deux longueurs inconnues, il faut d'abord passer par une étape de détermination. Intéressons-nous donc à la détermination de la longueur du segment AH. Cette longueur s'obtient en fait avec une des propriétés du centre de gravité qui nous dit que ce fragment-là, que j'ai noté x, eh bien, il est égal à 1/3 de la longueur totale de la hauteur h. Par conséquent, eh bien, le segment AH est égal à 2/3 de petit h. On va reporter ça sur le dessin qui est à droite. Donc AH, c'est 2/3 de tout ça. Ça va donc nous faire A racine de 3 sur 2 fois 2/3. Les deux simplifient et il va nous rester du coup A sur racine de 3. Si jamais vous souhaitez démontrer ça, eh bien, démontrer donc que x est égal à h sur 3, vous vous placez dans le triangle qui est ici. L'angle qui est là vaut 30 degrés et vous utilisez la tangente. Ok, donc je repasse maintenant sur la suite de la démonstration. Je me place dans ce triangle rectangle et je cherche à déterminer la longueur du segment SH. Pour ça, on applique le théorème de Pythagore en disant que SH carré plus AH carré est égal à SA au carré. SH, c'est la hauteur à déterminer, je le laisse sous cette forme. AH carré, ça va valoir A carré sur 3. Et ça, c'est égal à SA au carré, donc A puissance 2. On a donc SH carré qui est égal à A carré moins 1/3 de A carré, c'est-à-dire 2/3 de A carré. Et on en déduit donc que SH vaut A racine de 2/3.
Et on sait en plus, en vertu de ce qu'on a dit ici, que SH est égal à C sur 2. Donc grâce à ça, on a désormais notre relation entre A et C. Donc là, j'ai remis les deux résultats qui nous intéressent pour l'instant, la relation entre C et A et également l'aire d'un hexagone. Pour avoir donc la fin du calcul, on s'intéresse maintenant au calcul du volume de la maille. Alors, ce volume de la maille, c'est égal à l'aire d'un hexagone. Multiplié par C. L'aire de l'hexagone, on l'a juste au-dessus. Donc ça, c'est égal à A carré fois 3 racines de 3 divisé par 2, multiplié par C. Et donc, on va prendre cette équation pour avoir l'équivalence. On écrit donc 2 fois A racine de 2 tiers. Et donc, arrivé ici, on va avoir des simplifications. 2 et 2, racine de 3 et racine de 3. Et il va donc nous rester, pour le volume de la maille, donc 3a cube fois racine de 2. A cube fois racine de 2, c'est bien homogène à un volume. Ok. Arrivé ici, eh bien, si on souhaite déterminer la compacité, on reprend la définition initiale. Compacité est égale au volume occupé par les motifs sur le volume de la maille. Alors, le volume occupé par les motifs, c'est égal au nombre de motifs par maille, c'est-à-dire la population Z, fois le volume d'un seul motif sphérique, divisé par 3a cube racine de 2. La population de la maille hexagonale compacte, on a dit que c'était 6. Donc la compacité vaut 6 fois le volume d'un motif, donc le volume d'une sphère, 4 tiers de pi r cube, divisé par 3a carré racine de 2. Pardon, pas a carré, mais a cube. Arrivé ici, bien sûr, comme pour l'empilement cubique face centrée, il va falloir trouver une relation entre A et R pour avoir ensuite une simplification. Et la relation, elle est relativement simple. Si on se place sur l'arête de l'hexagone, on aura ici tangente des motifs. Donc, la longueur d'une arête, petit a, correspond à 2 fois le rayon d'un motif. Donc ça, c'est une condition de tangence. Je ne vais pas écrire en bleu, mais en noir. Condition de tangence, A égale 2R. On injecte ça dans l'expression de la compacité. On aura alors grand C qui est égal à 6 fois 4 tiers de pi fois r puissance 3 divisé par 3 fois a cube, c'est-à-dire 8 r cube racine de 2. Et ensuite, on simplifie. Les r cubes s'en vont. On a le 6. Oh là là, je vais l'écrire d'une autre façon. Ça, on a 6 fois 4, 24. 3 fois 8, 24. Donc ça simplifie. Et il va donc nous rester pi sur 4 pi sur. Non, pardon. Oui, pi sur 3 racine de 2. Alors, je vais quand même prendre ma calculatrice pour vérifier.
Pi sur 3 fois racine de 2, on trouve 0,74, et c'est une très bonne nouvelle, puisque l'empilement est compact, et on vient de le démontrer. Donc, on dit que l'empilement est compact par rapport à cette valeur maximale théorique de 74% de remplissage. Pour terminer, concernant la description de l'empilement hexagonal compact, ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour l'empilement cubique face centrée, il va rester des vides interstitiels qui vont donner donc la possibilité de définir des sites cristallographiques. On va en rencontrer de deux types, des sites octaédriques et des sites tétraédriques. Je vous ai mis sur le document deux représentations. Donc tout d'abord celle-ci avec la représentation là ici en marron rouge d'un site octaédrique. Le centre du site est représenté par un petit carré noir, un petit carré blanc, un petit carré noir rempli en blanc, et vous voyez que les autres sont représentés de la même façon. Donc on peut voir qu'il y a au total 8 sites octaédriques. De la même façon que ce qu'on a fait pour le cubique face centré, on pourrait aussi poser des questions sur le calcul de l'habitabilité d'un site octaédrique dans un empilement hexagonal compact. Ce n'est pas du tout au programme, donc si jamais c'était demandé dans un sujet de concours par exemple, on vous guiderait de façon à ce que vous ne soyez pas bloqué sur la question. De façon tout à fait symétrique, il va également y avoir des sites tétraédriques dans une structure hexagonale compacte. Donc là, encore une fois, vous voyez l'exemple d'un tétraèdre. Certains sites tétraédriques sont inclus en propre dans la maille. Ils sont représentés ici par les petits carrés blancs. Et il y a également des sites tétraédriques communs entre plusieurs mailles, représentés ici par les petits ronds. Encore une fois, on pourrait s'intéresser au dénombrement ainsi qu'à l'habitabilité de ces sites tétraédriques. Concernant l'habitabilité, on ne va pas la démontrer, c'est pas du tout dans le cadre du programme, donc inutile de perdre trop de temps sur les calculs hors programme. Le résultat, par contre, est assez intéressant, puisque cubique face centré et hexagonal compact sont deux empilements compacts, et on s'aperçoit que peu importe que ce soit l'un ou l'autre des deux empilements, on trouve que le rayon d'un site tétraédrique est à peu près égal à 0,2 fois le rayon des motifs petit r. Et même chose pour les sites octaédriques. Le rayon du site octaédrique est à peu près égal à 0,4 fois le rayon petit r. Donc on a une certaine analogie entre les deux structures compactes. Bien, en ce qui concerne la suite, on va donner quelques éléments de connaissance sur les alliages. Alors tout d'abord, la définition, donc elle est mentionnée sur le document, regardez au fur et à mesure. Les alliages sont des matériaux métalliques constitués par un assemblage, un mélange de plusieurs éléments, dont le principal qui doit être un élément métallique. Je vous ai mis en dessous plusieurs exemples d'alliages, et peut-être ceux qui sont les plus courants, ce sont l'acier, qui est un alliage de fer avec un petit peu de carbone à l'intérieur, et la fonte, qui est encore une fois un alliage fer-carbone, mais avec une teneur en carbone plus importante. Ce qu'il faut également retenir, c'est que dans ces alliages, très souvent, on a un métal majoritaire, et le ou les autres constituants seront présents à l'état minoritaire. On appelle aussi parfois les alliages des solutions solides. En ce qui concerne les types d'alliages, il en existe plusieurs. Dans le cadre du programme, on nous demande d'en définir deux. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite, donc les alliages de substitution et ensuite les alliages d'insertion. Alors, on dira qu'un alliage est un alliage de substitution dans le cas où on insère dans une maille préexistante un nouveau motif qui va venir remplacer certaines positions occupées au préalable par le motif initial. Si je note ça avec des notations abrégées, ça veut dire que le rayon du nouveau motif, celui qui va entrer dans la composition après fabrication de l'alliage, il doit être à peu près égal au rayon R du motif initialement présent. Évidemment, si vous avez le rayon du nouvel élément, de la nouvelle espèce, qui est un peu plus grand que le rayon R du motif initial, vous risquez d'avoir, lors de la formation de l'alliage, un gonflement de la maille, c'est-à-dire elle prendra plus de place, et vous risquez du coup d'avoir une baisse de la masse volumique. Deuxième type d'alliage, les alliages d'insertion. Cette fois, on aura ce type d'alliage dans le cas où les rayons sont très différents. Il va falloir que le rayon du nouveau motif, celui qui est inséré,
soit nettement plus petit que le rayon initial, de façon à pouvoir insérer le nouveau motif, si possible, dans un cycle cristallographique. Pour ça, eh bien, il va falloir prendre des éléments qui sont assez éloignés dans la classification périodique. Je vous rappelle que ça marche pour ces deux paragraphes-là. On avait déjà détaillé l'évolution du rayon atomique dans la classification, l'évolution globale. Si je représente ce rectangle comme étant la classification périodique des éléments, eh bien, lorsqu'on va vers la droite, le rayon d'un atome diminue, et lorsqu'on remonte vers le haut, dans une colonne, le rayon d'un atome diminue aussi. Je vous rappelle que pour justifier l'évolution dans une ligne, on peut appliquer par exemple le modèle de Slater, et pour expliquer l'évolution dans une colonne, on utilise le diamètre des orbitales atomiques décrit par le nombre quantique principal. Alors, en ce qui concerne le paragraphe grand 2, eh bien, c'est de la culture générale que vous avez trouvé ici, puisque comme je vous le rappelle, le seul empilement rigoureusement dans le cadre du programme, c'est l'empilement cubique face centrée. Donc, dans le paragraphe grand 2, on va parler des cristaux macrocovalents. Je vous rappelle, macrocovalent, ça veut dire qu'on a un réseau de liaisons covalentes dans tout le cristal, et les cristaux moléculaires, qui sont donc constitués de molécules en interaction les unes avec les autres, au travers des interactions de Van der Waals ou éventuellement des liaisons hydrogènes. Alors, les structures qu'on retrouve dans ces deux variétés de cristal, eh bien, c'est des structures assez diverses. On peut retrouver par exemple la structure du diamant. Alors évidemment, cette structure diamant, c'est un nom générique. On peut la retrouver dans le cas de la variété allotropique du carbone-diamant. Mais on peut le retrouver dans d'autres types d'éléments chimiques, par exemple avec le germanium. On peut aussi, concernant le diamant, noter une chose, c'est que les atomes qui sont dans les petits cubes d'arête A sur 2, sur le schéma, les petits cubes d'arête A sur 2, ils sont représentés donc avec les tétraèdres, hein, c'est bien des sites tétraédriques. Lorsqu'on met ces atomes dans ces sites, eh bien, ils sont bien plus grands que l'habitabilité du site, ce qui veut dire que la maille va gonfler, fortement gonfler. Par conséquent, la masse volumique va diminuer. Et si on s'intéressait au calcul de la compacité du diamant, eh bien on trouverait une valeur très faible, seulement 34%. Ça veut dire que quand vous achetez un diamant, en volume, ce que vous achetez le plus, c'est du vide. Donc on peut dire quelque part que les gens qui aiment les diamants aiment une certaine forme de vacuité. Pour la suite, en ce qui concerne le graphite, donc c'est la même chose, c'était dans le programme des prépas avant 2013, ça a été retiré depuis, donc si on vous parlait du graphite dans un sujet, on devrait vous guider pour que vous compreniez bien la disposition des atomes. Ce que vous pouvez noter ici, c'est qu'il s'agit d'une maille hexagonale, mais qui n'est pas compacte. Tout se passe comme si on avait étiré la maille hexagonale de bas en haut, et cet étirement est en fait dû au fait que les feuillets de carbone dans le graphite sont très éloignés les uns des autres. Vous vous rappelez qu'ils sont ils sont très éloignés parce qu'ils sont peu attirés les uns par rapport aux autres seulement par des interactions de Van der Waals, des interactions de London plus précisément. En ce qui concerne la suite, donc je vous ai mis que d'autres structures pouvaient également être trouvées dans le paragraphe 3. Je vous ai mis plusieurs exemples de composés qui vont cristalliser en empilement cubique face centrée, et donc vous pourriez tomber sur des exercices avec du cubique face centrée, pas seulement pour des métaux, mais aussi pour des composés macrocovalents ou moléculaires, et il y en a certains aussi qui cristallisent en empilement hexagonal compact. Pour terminer, d'autres exemples de structures un petit peu plus anecdotiques pour voir ce dont la nature est capable. La troisième variété allotropique du carbone, eh bien, c'est ce qu'on appelle le fullerène. Le fullerène peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de molécules quasi sphériques. Donc là, vous avez l'exemple de la molécule C60. Je l'ai noté juste au-dessus. Vous avez plusieurs explications sur le fullerène sur la page Wikipédia. Je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse, puisque c'est assez complet et assez abordable. Et vous avez également les nanotubes de carbone qui peuvent être décrits comme cette variété allotropique fullerène. En ce qui concerne la glace, j'ai trouvé un schéma qui va beaucoup parler, je pense, aux élèves du groupe PC. C'est un schéma sur lequel on repère des molécules d'eau qui s'arrangent en formant des cycles à 6 chaînons. Alors si on s'intéresse à la molécule de cyclohexane, on se rend compte que dans l'espace, en perspective cavalière, voici la forme que prend la molécule. On appelle ça une conformation chaise. Et cette conformation chaise, si vous ouvrez bien l'œil,
on va la voir réapparaître. On la voit réapparaître ici, dans la partie basse. Vous le voyez peut-être bien sur le schéma qui est ici, le plus en bas à gauche. Et vous la voyez également réapparaître sur la partie haute. Mais entre ce qui semble être une couche ici en haut et une couche intermédiaire, vous pouvez également définir un cycle à 6 chaînons qui est encore une fois une chaise. Donc là ici, dans la glace I, vous avez un agencement tridimensionnel de plein de conformations chaises. Évidemment, tout ce qui fait tenir, l'interaction qui fait tenir tout ça en place, eh bien, c'est la liaison hydrogène principalement. Alors pour terminer cette description microscopique des solides cristallisés, on s'intéresse désormais aux cristaux ioniques. Donc attrapez vos crayons de couleur, on va faire maintenant un petit peu de coloriage. Donc le premier point à noter, c'est que on va décrire ici seulement 3 structures, et suivant en fait le rapport du rayon du cation sur le rayon de l'anion, on pourra décrire n'importe quel solide ionique comme étant de type chlorure de césium, ou de type chlorure de sodium, ou alors de type sulfure de zinc, qu'on appelle aussi la blinde. Donc ça veut dire que dans un exercice, si on vous parle, je sais pas, du fluorure de calcium, la fluorine, CaF2, eh bien, vous faites le rapport du rayon du cation sur l'anion, et la valeur, reportée sur l'axe qui figure sur le document, vous permettra de savoir quel est le type de structure. Alors, on y va pour la description tout d'abord du chlorure de césium. Alors, comprenez bien que ce sont des composés ioniques. On a déjà vu comment déterminer la structure électronique d'un ion au cours du chapitre numéro 2. Si jamais il y a des choses qui vous paraissent un petit peu obscures, révisez la leçon C2L1. Dans le chlorure de césium, on va avoir des ions CS+, et des ions Cl-. On vous donne la description de l'empilement. On dit que les ions chlorure se trouvent sur les sommets et il y a un ion césium au centre. Donc là, on va simplement placer ces différents motifs. Donc là, ici, je vais représenter avec des cercles verts les ions chlorure. Ils sont sur les sommets du cube. Et je vais mettre une croix bleue pour l'ion césium. Il est au centre du cube. Alors là, si vous regardez un petit peu ce dessin, vous pourriez être interpellé en vous disant c'est bizarre, un solide ionique est électriquement neutre et pourtant j'ai dessiné beaucoup plus de Cl- que de CS+. Est-ce qu'on a fait une erreur? Pour savoir ça, on va calculer la population des Cl-, la population des CS+, et voir si on retrouve bien une formule chimique CsCl. En ce qui concerne les ions chlorure, eh bien, ils sont au sommet. Mais souvenez-vous, au sommet, il y a un piège. Les motifs présents appartiennent à 8 mailles simultanément. Donc, ils ne comptent chacun que pour 1/8. On a donc 8 fois 1/8, en moyenne, un ion chlorure par maille. En ce qui concerne le césium, eh bien, lui, il appartient à la maille cubique. Il est au centre, donc il est en propre dans la maille. Il compte pour 1 tout entier. On a donc bien un ion CS+ pour un ion Cl-. On retrouve la stoichiométrie du cristal CsCl. En ce qui concerne maintenant la coordinance dont on vous parle sur le petit diagramme en un seul axe, là, qui se trouve juste en dessous du titre, regardons d'abord ce qui se passe pour un ion CS+. Eh bien, il va être tangent, c'est-à-dire au contact, avec les 4 ions Cl- qui se trouvent sur la face du bas, mais aussi avec les 4 ions Cl- qui se trouvent sur la face du haut. Donc pour un ion césium, il va y avoir une coordinance de 8. En ce qui concerne l'ion chlorure, eh bien, par périodicité du cristal, par périodicité du cristal parfait, on aura une situation analogue pour les ions Cl-. Donc on pourrait très bien, pour cet empilement-là, mettre des CS+ au sommet et mettre au centre un Cl-, et on aurait donc pour Cl- une coordinance qui vaut 8 également. C'est pour ça que sur le diagramme, on vous parle d'une coordinance 8 pour 8. Pour le deuxième type d'empilement, on parle du chlorure de sodium. Donc la maille est cubique, on nous dit que les ions chlorure se trouvent sur les sommets et au centre de chaque face. Donc je vais commencer par placer ces ions chlorure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets et 6 centres de face, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière.
Concernant les ions sodium, ils sont placés sur les sites octaédriques du réseau des anions. Alors, le réseau des anions, c'est un réseau cubique face centré. Les sites octaédriques d'un réseau cubique face centré, on a vu qu'il y en avait un au centre du cube et un au milieu de chaque arête. Donc, je vais faire des petites croix rouges pour représenter les ions sodium. On a 12 arêtes. Les voici, plus un au centre du cube, il va venir par là. Comme je vous le disais, quand vous avez un dessin qui est chargé comme ça, là vous avez la légende que j'ai déjà préécrite à côté, mais si vous devez faire ça sur une copie de DS ou de concours, pensez à rajouter une légende pour préciser la localisation de chacun de ces deux ions. Comme tout à l'heure, on peut s'intéresser maintenant à la stoichiométrie, voir si on a bien du NaCl, et pour ça on va calculer la population des ions Cl- et des ions Na+. Alors pour les ions chlorure, ils définissent un réseau cubique face centré. On reprend le calcul de cubique face centré tout à l'heure, et on trouve 4 ions chlorure par maille. En ce qui concerne les ions sodium, Na+, eh bien ils occupent tous les sites octaédriques. On a calculé tout à l'heure le nombre de sites octaédriques dans un empilement cubique face centré. Il y en avait 4. Donc finalement, on a 4 Na+, pour 4 Cl-. On a donc bien une stoichiométrie 1 pour 1, d'où la formule brute NaCl. En ce qui concerne la coordinance maintenant, eh bien, on peut s'intéresser par exemple à l'ion sodium qui se trouve au centre de la maille. Le voici, je l'entoure. Il va être tangent au chlorure de l'arrière, celui de la face avant, celui de la face de droite et celui de la face de gauche, mais aussi tangent au chlorure de la face du haut et de la face du bas. Donc finalement, vous voyez que j'ai tracé ici 8 segments rouges. Donc la coordinance de Na+, c'est 6. Et encore une fois, par réciprocité, la coordinance des ions Cl- sera 6. C'est pour ça que dans cette structure, on aura une coordinance 6, 6. En ce qui concerne maintenant la blinde ZNS, donc ça c'est du sulfure de zinc constitué par des ions zinc de plus et des ions sulfure S de moins. En ce qui concerne les ions sulfure, on nous dit qu'ils définissent un réseau cubique face centré. Donc je vais représenter ici par des cercles bleus les ions sulfure. Ils sont au sommet et au centre des faces. Concernant les ions Zn de plus, eh bien ceux-ci vont se trouver dans les sites tétraédriques 1 sur 2 en alternance. Ça ressemble à la structure du diamant. Je vais faire des petites croix vertes pour les localiser. Donc je vais en mettre un dans le petit cube d'arêta sur 2 qui se trouve en bas à gauche devant, ici. Même chose en bas à droite derrière, ensuite en haut à droite devant, et en haut à gauche derrière, le voici. Lui, il est un petit peu mal localisé peut-être. C'est un peu approximatif. Pour terminer, concernant cette leçon, le 5e paragraphe qui porte sur les défauts. Alors dans le cadre du programme, il est demandé de faire une analyse documentaire sur les défauts dans les cristaux. J'ai choisi ici d'en parler pour garder quelques notions dans le cours et vous pouvez, comme je vous le disais, regarder ensuite le lien internet. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle du cristal parfait est un modèle théorique. Aucun cristal réel n'est parfait. Ils sont tous, comme les êtres humains, remplis de défauts. Et c'est d'ailleurs ces défauts qui donnent en général leurs propriétés, leurs qualités aux cristaux. Quelques exemples de défauts qui peuvent avoir lieu. Donc je vous les ai directement dessinés donc, sur le schéma suivant. Tout d'abord, on va parler de dislocation. Alors une dislocation, c'est lorsque vous avez, comme ici, une structure qui ne sera pas la même en haut et en bas. Vous avez ici une ligne de dislocation, c'est-à-dire que le long de cette ligne, vous n'aurez pas le même arrangement des atomes. Deuxième type de défaut, ce qu'on va appeler un joint de grain. Alors, le mot grain est à prendre au sens propre, c'est-à-dire un cristal. C'est-à-dire que là, ici, vous avez un premier arrangement régulier qui définit un premier grain de matière, un premier cristal. Et lorsque ce cristal va croître,
il va rencontrer un autre cristal lui aussi en croissance, et la surface de jonction entre les cristaux, eh bien c'est ce qu'on appelle un joint de grains. C'est vraiment la jonction entre les grains. Évidemment, au niveau de cette jonction, vous voyez que l'ordre de position n'est plus parfaitement vérifié, là, au niveau de cette région-là, et donc c'est bien quelque chose qui ne correspond pas au cristal parfait. Autre type de défaut, eh bien, regardez le schéma suivant. On parle ici de l'oxyde de fer 2, donc FeO. Là, avec le cristal parfait, on a cette description. Donc là, vous voyez que les anions oxydes en gris plus gros, eh bien, ils s'arrangent de façon tout à fait périodique et régulière. Les ions Fe2+, les petits cercles blancs, même chose. Mais il peut y avoir des défauts qui sont présents dans la structure. Par exemple, des défauts de Schottky. Alors, ces défauts de Schottky, vous voyez qu'ils se traduisent de deux façons. Tout d'abord, on a ici dans la structure des trous, des vides, qu'on va appeler des lacunes. Alors, faites attention, il ne faut pas confondre une lacune, qui est ici un creux, avec une lacune électronique qui correspond à une orbitale atomique vide d'électrons. Dans le défaut de Schottky, eh bien, les espèces manquantes au niveau des lacunes ont gagné la surface et donc on les retrouve ici. Deuxième type de défauts qui correspondent aussi à l'apparition de lacunes, les défauts de Frenkel. Alors pour ces défauts-là, vous avez ici une lacune et elle est due au fait que le motif s'est un petit peu déplacé, là ici, en haut à droite. Donc l'arrangement n'est pas toujours parfaitement régulier. Pour finir sur ces défauts, eh bien, je vous ai mis ici une photo qui correspond à une image obtenue par une microscopie électronique. Vous avez ici un cristal de germanium et vous constatez que là, à cet endroit, au bout de mon crayon, eh bien, il y a une zone qui est toute rouge. Il manque un point blanc qui correspond à la position d'un atome de germanium. Vous avez donc ici une lacune donc un manque d'atomes. Si jamais tout ça vous intéresse, vous avez ce site qui renvoie donc ce lien qui renvoie vers le site des mines d'Albi où vous avez carrément un cours sur les défauts dans les cristaux. Donc évidemment, le niveau est bien au-delà de ce qui est demandé en classe prépa. N'allez voir ce site et ne le consultez jusqu'au bout que si vous êtes très intéressé par ça. Mais tout le monde, par contre, doit garder en tête le fait qu'il y a des défauts dans les cristaux. Bien, j'espère que... donc là, on termine avec le chapitre numéro 8. C'est la fin de la leçon numéro 2. Je vais vous préparer la fiche de TD correspondante. J'espère que malgré les conditions d'enseignement à distance, vous avez pu suivre comme il faut. Je vous avoue que de mon côté, refaire toutes les figures au tableau, ça a été un petit peu corsé. N'hésitez pas à me faire part de vos problèmes si jamais il y en a lorsque vous apprendrez la leçon. Si jamais vous détectez des erreurs, envoyez-moi un petit mail.